Au nom de l'affaire, la greffière, bonjour, Monsieur le Président, affaire IT 0368T, le procureur contre Nasser Orich. Le Président, merci Madame. Bonjour à vous aussi. Monsieur Orich. Mr. Orich, good afternoon to you. Bonjour. Je veux m'assurer que vous êtes en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez. Réponse. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, oui, je peux suivre les débats dans ma langue maternelle. Le Président, merci. Je précise pour le compte-rendu d'audience que je m'appelle Carmel Adjus. Je préside cette chambre de première instance. À ma droite se trouve le juge Breidensholt, qui est un juge danois, et à ma gauche, monsieur le juge Heiser, qui nous vient d'Allemagne. Je demande aux parties de se présenter pour l'accusation. L'accusation. Bonjour, monsieur le président, je m'appelle Patricia Sellers. Pour l'accusation, je suis accompagnée de monsieur Kramti Di Facio, de monsieur José Daria et de notre assistante, Madame Donita Andri Friedlink. Bonjour à la défense, le président. Merci. Et pour la défense, bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges, bonjour chers collègues de l'accusation. Je m'appelle Vasia Vidovic, je suis accompagnée de Maître John. Nous constituons l'équipe de la défense de Monsieur Orich avec nos assistantes, Mesdames Yasmina Chosic, Adisa Mehic et Monsieur Geoff Roberts. Le Président. Merci Madame Vidovic. Bonjour à vous aussi. Y a-t-il des questions préliminaires que les parties souhaiteraient soulever avant que je ne donne lecture du résumé du jugement? Je vois que ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer à la lecture du résumé. Trial Chamber 2 of the International Criminal. La Chambre de première instance 2 du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans le procès de Nasser Orich. La présente affaire concerne des faits de meurtre et de traitement cruel sur la personne de prisonniers, ainsi que la destruction sans motif de villes et de villages qui se seraient déroulés à Srebrenica en 1992 et en 1993, et pour lesquels l'accusé a été mis en accusation le 13 mars 2003. Au cours de son procès, l'accusé a eu répondre des accusations suivantes. Tout d'abord, le chef 1 engage sa responsabilité pénale individuelle au titre de l'article 7.3 du statut du tribunal pour meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut. Au chef 2, sa responsabilité pénale individuelle est mise en cause au titre de l'article 7.3 du statut pour traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut. L'accusation a reconnu que l'accusé n'avait pas lui-même commis ces meurtres et traitements cruels. Mais elle fait valoir qu'en application de l'article 7.3 du statut, il est responsable des crimes ainsi commis par ses subordonnés alors qu'il occupait une position de supérieur hiérarchique. La responsabilité pénale qui est imputée à l'accusé consiste dans le fait qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables destinées à empêcher que des crimes ne soient commis par ses subordonnés ou à sanctionner ces mêmes crimes. En deuxième lieu,
Le chef 3 engage la responsabilité pénale individuelle de l'accusé au titre de l'article 7.3 du statut pour la destruction sans motif de villes et de villages non justifiés par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3b du statut pour la totalité des dites attaques que je détaillerai ultérieurement. Ici aussi, la responsabilité qui est alléguée, c'est celle d'un supérieur hiérarchique qui n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher que ces crimes ne soient commis. Enfin, au chef 5, la responsabilité pénale individuelle de l'accusé est mise en cause au titre de l'article 7.1 du statut pour la destruction sans motif de villes et de villages non justifiés par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3b du statut pour certaines des dites attaques. Si au chef 3, l'accusé est mis en cause au titre de l'article 7.3 du statut pour des crimes commis par ses subordonnés, alors qu'il occupait une position de supérieur hiérarchique, dans ce dernier chef, le chef 5, les chefs d'accusation sont fondés sur l'article 7.1 du statut et il est reproché à l'accusé d'avoir, par ses actes et omissions, incité à commettre ces crimes et d'en avoir aidé et encouragé les auteurs. Initialement, l'accusé était aussi inculpé de pillage de biens publics ou privés en vertu des articles 7.3 et 7.1 du statut. Il s'agissait là respectivement des chefs 4 et 6 de l'acte d'accusation, mais par une décision rendue le 8 juin 2005, en application de l'article 98 bis du règlement de procédure et de preuve du tribunal, la Chambre de première instance a acquitté à l'unanimité l'accusé de ces deux chefs en concluant que l'accusation n'avait pas produit les preuves attestant de sa culpabilité. Au cours du procès qui s'est ouvert le 6 octobre 2004 pour s'achever le 10 avril 2006, la Chambre de première instance a reçu un grand nombre d'éléments de preuve, tant sous la forme de déposition que de preuves documentaires. Tout au long des 196 journées d'audience, la Chambre de première instance a entendu 50 témoins à charge, 29 témoins à décharge et un témoin convoqué par ses soins. Au total, l'accusation et la défense ont respectivement versé au dossier 625 et 1024 pièces à conviction. Au cours de l'audience de ce jour, la Chambre de première instance exposera ses conclusions et leurs motifs de manière succincte. Nous tenons cependant à souligner qu'il s'agit ici uniquement d'un résumé du jugement dont il ne fait pas partie intégrante. Seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit et dont des copies seront mises à la disposition des parties ainsi que du public à l'issue de l'audience. Pour ce qui est du public, le document sera accessible sous un format électronique sur le site web du tribunal. Je vais maintenant évoquer le contexte de cette affaire. La Bosnie-Herzégovine était l'une des 6 républiques constituantes de l'ex-Yougoslavie. Le début des années 1990 a marqué la montée des tensions entre les différents groupes ethniques du pays. Et en avril 1992, au moment de l'éclatement du conflit armé en Bosnie-Herzégovine, les Serbes de Bosnie ont pu compter sur le soutien actif de la JNA, l'armée populaire yougoslave dominée par les Serbes. Et ils ont ainsi pu bénéficier d'une nette position de supériorité sur le plan militaire. À l'opposé, les musulmans de Bosnie étaient mal préparés au conflit.
ne disposant ni des structures, ni de la logistique leur permettant de contrecarrer la puissance des forces serbes de Bosnie. À l'image de la situation régnant dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, les tensions se sont intensifiées à Srebrenica également. Avant le début du conflit, les 3/4 environ des 37 000 habitants de la municipalité de Srebrenica étaient des musulmans et 1/4 étaient des Serbes. Au cours des premiers mois de 1992, des formations paramilitaires serbes ont fait leur apparition dans la région de Srebrenica et ont entrepris, avec l'aide de la JNA, de distribuer des armes et des équipements militaires à la population serbe de Bosnie locale. Le 18 avril 1992,